Bonjour Lumière, aujourd'hui j'accueille Vanna. Vanna, c'est une queen que j'ai rencontrée dans la communauté de Wendy, la goat de Instagram. Et tu connais, j'emploie tes termes Vanna. Et aujourd'hui, on va briser la glace dans la joie. On va parler de son histoire au cœur du leadership et on va aussi voir comment prendre sa place et poser ses limites. Du coup, Vanna, est-ce que tu peux nous dire ce que représente pour toi d'être une queen? Bah déjà, bonjour Naomi et merci de t'accueillir au sein de ton podcast. C'est vraiment un honneur pour moi. Alors, est-ce que je me présente déjà pour commencer, t'as dit? Ok. Oui, que tu te présentes. Alors, bah bonjour, déjà je m'appelle Vanna. Je suis auteure, mentor, créatrice de contenu et en gros j'aide les femmes à convertir leur histoire, leur identité. Je suis également créatrice de contenu. On va dire que le cœur de mon message avant c'était le body positive qui a évolué sur quelque chose de beaucoup plus mature et de beaucoup plus profond que j'appelle aujourd'hui le body positive conscient. Puisqu'aujourd'hui j'aide les femmes à convertir leur histoire non seulement en message mais en pouvoir et en voie vers la liberté. C'est beau. Comment est venue cette identité? Qu'est-ce que tu as traversé pour être aujourd'hui cette leader du body positive et en fait de cette, comment dire? Tu l'as très bien dit tout à l'heure, le fait que tu sois dans le body positive conscient. Alors déjà pour arriver dans le body positive, alors l'histoire elle revient il y a très longtemps. Puisque j'ai vécu une histoire d'amour avec quelqu'un qui était un pervers narcissique, hein, comme beaucoup Mmh. d'entre vous d'ailleurs qui nous suivez aujourd'hui, vous savez de quoi on parle, c'est la famille. Et donc du coup, cette personne, alors qu'à l'époque j'étais mannequin, passait mon temps à me dire que j'étais grosse, que j'allais jamais y arriver, que j'allais jamais briller, et passait son temps à me tromper avec d'autres mannequins de la place, de la ville dans laquelle on habitait. À ce moment-là, j'habitais en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et, Mmh. euh, et en gros, il faisait tout pour me dénigrer ou que je perde estime de moi. C'est quelqu'un avec qui j'ai traversé des violences psychologiques, verbales, physiques. J'ai failli perdre ma vie. Et en gros, je suis sortie de cette histoire. J'étais vraiment sous son emprise, mais je suis sortie de cette histoire surtout parce que je voulais pas que ma fille grandisse là-dedans et qu'elle pense que c'est normal d'accepter qu'on te traite comme ça. Donc c'est plus pour elle parce que moi j'étais très dépendante de lui et je pense que si ma fille n'était pas en vie, je serais sûrement restée être son esclave toute ma vie sûrement. Mais c'est ma fille qui m'a sauvé la vie et qui nous a sauvé la vie à toutes les deux d'ailleurs parce que c'est grâce à elle que du coup je nous ai fait échapper à l'emprise de son papa. Mmh. Maintenant, suite à ça, eh bien, il m'a fallu beaucoup d'années de reconstruction. Mmh. Et j'ai tout fait à l'époque pour en fait ma façon de me détacher de lui, de reprendre le contrôle, c'était de devenir tout ce qu'il déteste. Ça me permettait de me détacher de lui, de faire en sorte qu'il soit plus attiré par moi. Donc il adorait mes cheveux longs par exemple et j'ai rasé ma tête la première fois à ce moment-là. Il détestait les femmes grosses, j'ai commencé à bouffer mais de dingue. Il voulait une femme soumise qui n'avait pas de vie sociale vu que c'est quelqu'un qui m'avait vraiment étouffée. Et en Mmh. sortant de là, eh ben, je me suis fait une vie sociale. Je suis repartie à fond dans le game. Je me suis fait plein de potes de partout dans le monde. Je voyageais tout le temps et j'étais partout. J'étais sur tous les fronts. C'était ma façon à moi de reprendre mon pouvoir à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que je pensais plus du tout au mannequinat. À l'époque, en Belgique, je faisais de l'animation radio, média. Mmh. Mais je pensais jamais en fait au mannequinat parce que pour moi, bon, j'étais déjà devenue grosse. Bon, c'était mort, c'était mort dans le game. Et sauf que ce qui s'est passé en fait, c'est que je suis revenue dans le mannequinat en tant que ronde. Et en fait, il s'est trouvé que j'étais une des premières mannequins à grande taille en Belgique, en tout cas avoir été publique à ce moment-là. Et de là, en fait, je me suis dit, bah, déjà, je voulais que les femmes rondes soient plus vues, qu'elles soient plus représentées. Donc, j'ai fondé le mouvement Curve, qui est donc le mouvement body positive belge. À la base, c'était vraiment pour mettre en avant les femmes rondes. Je Mmh. voulais qu'elles soient célébrées non seulement dans la mode, mais aussi ben, dans les médias, dans la société. Et après, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est un peu méchant parce que bon, ben, tu mets en avant que les rondes et quand les autres te demandent de participer à tes trucs, tu leur dis, ah, mais non, je suis désolée, tu peux pas, t'es pas dans le cadre. Et donc, du coup, bah, c'est aussi de la discrimination, en fait. Et je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça, en fait. J'ai envie de faire un mouvement qui célèbre tout le monde. Je veux des vieux, des jeunes, des handicapés, des personnes qui ont des problèmes de peau. Enfin, je veux vraiment que toute la beauté de la diversité soit représentée, quoi. Et du coup, bah, le mouvement Cœur s'est transformé en un mouvement qui célébrait toute la diversité. Donc, j'ai fait beaucoup de campagnes pour célébrer bah, les femmes, beaucoup d'événements avec la jeunesse.
j'ai fait des flash mobs, j'ai fait des défilés sauvages en pleine rue, j'ai fait défiler des dizaines de nanas en tenue de maman Noël en plein 22 décembre, en Dingue. lingerie. Donc non, mais c'était fabuleux. On a passé des moments extraordinaires. Euh, et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à voir il commençait vraiment, parce que j'ai fait du boucan pour en faire, j'en ai fait. Hein. Donc les gens, ils n'ont pas eu le choix. On a été obligés d'imposer cette diversité. Et au final, ben, ça a porté ses fruits. J'étais très contente parce que les esprits, les mentalités commençaient à changer. On avait vraiment brisé des codes. Mais je l'ai pas fait toute seule. Je l'ai fait c'est un mouvement. Donc au début, j'ai commencé seule. J'ai proposé, j'en ai parlé à 2 copines mannequins grande taille. Donc on était 3. Après, j'ai rajouté 2 autres copines grande taille pour qu'il y ait encore plus de diversité. Donc on était 5 au final. On s'appelait le Curvy Squad. Et en gros, grâce à ce Curvy Squad, eh ben il y a eu tout ce mouvement qui s'est créé. Donc, c'est vraiment ce qui est beau, c'est que voilà, l'union fait la force et qu'on est tous ensemble à ramener des idées différentes, à venir à chacune avec une dynamique différente, on peut vraiment changer les choses. Toute seule, j'y serais pas arrivée, mais grâce à elles toutes et grâce à tous les jeunes aussi qui ont fait beaucoup de communication autour, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites. Euh, Quand tu es dans ce mouvement body positive et que tu es mannequin plus size, en fait, tu es adulé pour Ok. être cette beauté ronde qui est audacieuse, qui est courageuse. Et, euh, et tous les jours, on fait que te dire que tu es magnifique en ronde. Donc, tu te rends même pas compte, mais tu te retrouves très vite ben, dans une certaine zone de confort où tu fais plus du tout attention parce qu'en fait, tu es payé pour être ronde. Tu vois, et tu es Ouais. payé pour te montrer à nu et montrer que tu es à l'aise avec tes rondeurs. Donc, à un moment donné, tu fais plus du tout attention à toi. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai commencé le mannequinat grande taille, j'avais 80 kilos plus ou moins, j'avais une taille 42, 44, mais je l'ai terminé quand même à une taille 54 et 120 kilos. Voilà. Ok. Donc je suis tombée dans l'obésité morbide et j'ai développé 5 comorbidités au suite de l'obésité morbide et c'est pas moindre. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, ma fille était encore adolescente. Et j'avais envie de la voir grandir, j'avais envie d'un jour avoir des petits-enfants et pouvoir ben, m'éclater avec eux. Et alors, il y a eu un déclic qui m'a fait penser à commencer à voir un docteur pour finalement me faire opérer parce que j'étais déjà habituée au régime yo-yo. Parce que Ouais. même dans le mannequinat grande taille, il y a ce truc où tu es quand même sujette à devoir, comme tu grossis vite, tu te laisses vite aller, si par exemple ton agence t'a enregistré à une taille, par exemple 44, mais qu'entre-temps, on te trouve un contrat, mais que toi maintenant, bah, tu fais une taille 48, meuf. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va dire, ma chérie, ma cocotte, je t'avais mise dessus. Tu t'es sérieuse, 48? Mais t'as pas le choix, là. Attends, on t'a mis dessus. Le client, Ouais. il offre autant. T'as 10 jours. Ouais. Ok, donc du coup, tu as 10 jours pour les perdre. Donc tu perds vite tes 2 tailles, mais donc tu rentres dans un régime très draconien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans ce genre de régime? Bah, dès que tu as terminé ta mission et tu as fini ton contrat, bah, tu vas regrossir 2 fois plus. Donc, en gros, c'était vraiment un yo-yo qui, au final, m'a mené à un truc qui est interminable. Et je voyais le truc venir. Enfin, je l'ai pas vraiment vu venir, mais je l'ai vu venir quand vraiment mes problèmes de santé ont commencé à être graves. C'est-à-dire Ok. que j'avais des maux de dos, les courbatures non-stop, les problèmes de ligaments, mon souffle, n'en parlons même pas. Et à ce moment-là, j'habitais dans un appartement au 4e étage d'un immeuble avec ma fille et on n'avait pas d'ascenseur. Et j'ai commencé à avoir de la peine euh, pour moi et même pour ma fille parce que je la trouvais tellement présente qu'elle ne voulait plus que je porte les courses quand on allait faire les courses. Elle me dit, maman, vas-y, monte, prends le temps de monter à ton aise. Moi, je vais faire les allers-retours pour monter les courses. Et c'était la première chose qui me touchait. La deuxième, c'est un jour, ça a vraiment été un gros déclic. On devait sortir faire je sais plus quoi, et j'essayais de fermer mes lacets et j'arrivais pas. Ma fille a couru, elle s'est mise par terre, elle a fait mes lacets. Ouais, les frissons. Et j'ai fait, ok, meuf, là, ça commence à ressembler à du handicap. Si tu dois commencer à être dépendant de ton enfant, tu vois. Et je me suis dit non, là il y a un souci, c'est que ta santé ça va plus du tout. Il faut vraiment faire un truc. Tes conneries de body positive là, c'est en train d'aller beaucoup trop loin et tu te rends plus service et t'es en train de tuer ta santé quoi. Et là j'ai commencé à faire c'est tout le processus avec les docteurs et tout ça. On leur a, enfin
On a fait le suivi, on a essayé de me faire des régimes, bien évidemment, mais comme mon corps était déjà habitué au yo-yo, bah ça marchait pas. Donc on m'a dit, bah écoutez, la seule solution là, c'est un bypass. OK. Bypass. Je trouvais ça extrêmement violent. Je m'étais déjà pas mal renseignée dessus et je voyais énormément de commentaires. Ah, est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est pour, les auditrices qui pourraient ne pas connaître? Oui, alors le bypass, en fait, dans les opérations gastriques, il y a différentes opérations. Tu as des personnes qui mettent l'anneau à l'estomac. Le but, c'est de, en gros, couper la faim. Donc, tu as soit l'anneau à l'estomac, ou tu as la sleeve, Mmh. ou tu as la plus agressive, qui est le bypass. Et en gros, dans mon cas à moi, ce qui était adapté pour être sûr que ça marche vraiment, c'était le bypass. OK. Parce qu'il voulait pas prendre de risque que je regrossisse après, parce que psychologiquement aussi, c'est pas bon aussi, tu vois, tous ces changements. C'est Bien parce que sûr. c'est violent et physiquement et psychologiquement. Alors, il y a tout un parcours aussi où on te suit psychologiquement avant cette opération. OK. Et, euh, et donc, le bypass, en fait, on te coupe, on te réduit l'estomac pour qu'il atteigne la taille de l'estomac d'un bébé. C'est-à-dire OK. que, vraiment, c'est vraiment ça. Mmh. C'est-à-dire que dès que tu sors de l'opération, tu ne peux manger. Déjà, tu peux boire, tu peux faire que boire au début. OK. C'est simple, c'est que du liquide pendant une Mmh. période. Après, ça va être que de la panade comme un bébé pendant une période. Mmh. Et après une certaine période, eh bien, tu peux recommencer petit à petit à manger solide, mais bien évidemment en petite quantité. Là, OK. moi, ça fait 4 ans que je suis bypassée et jusqu'aujourd'hui, euh, physiquement, j'en souffre encore. Chaque repas, c'est une torture. Enfin, je mange, c'est pas ça. Hein. Je me suis habituée à vivre dans la torture. C'est juste ça. Tu vois, je suis habituée C'est à fort ce cette que tu douleur. dis. Non, mais oui, mais il faut prévenir les gens parce que c'est important que les gens sachent que s'engager là-dedans, oui, certes, si vraiment c'est un truc qui va te faire du bien parce que tu te supportes pas comme ça, parce qu'il y a la plupart des femmes le font parce qu'elles ne se supportent plus en grosse. Mmh. Et aussi parce que ça les affecte au niveau de leur santé et tout ça. Après, il y a tout l'aspect émotionnel aussi. Tu vois, comme j'ai dit, il y a l'aspect avec ton mari, tes enfants, le quotidien où tu te sens plus capable de faire des choses parce que tu n'as plus la vitalité comme quelqu'un de plus mince. Mais il y a beaucoup cette histoire de complexe aussi. Et je voudrais prévenir les dames, les femmes qui vont, ou même les hommes, hein, qui vont regarder d'ailleurs cet épisode, euh, que sur, il y a quand même des conséquences lourdes. Déjà, comme j'ai dit, les douleurs physiques sur chaque repas, parce que moi, jusqu'à maintenant, il m'arrive de devoir courir en plein moment où on est à table, de courir aux toilettes pour aller me vider, pour pouvoir revenir à table et continuer à manger. Parce que ça Ah ouais. reste bloqué. Parce qu'après ça, ta digestion, elle est plus automatique. Elle se fait manuellement. C'est-à-dire que moi, j'ai développé des outils, des techniques pour me faire digérer rapidement. C'est-à-dire que je bois beaucoup d'eau, par exemple, à table pour que ça descende. Sinon, ça reste bloqué là. Et la nourriture ne peut pas, je peux pas rajouter plus tant que c'est bloqué là. Ou OK. parfois je baille, ou des fois je dois souffler. Mon père, même hier encore à table, il m'a dit, il est con. Il m'a dit, tu sais quoi, je vais t'acheter des ballons. Au moins quand tu souffles, ça va servir à quelque chose. Ça ramènera de la joie dans la maison. Ouais, Et mais pour te dire, je souffle, mais si t'es pas habitué, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là, tu vois? je Mais, comprends pas. mais ouais, c'est le quotidien, c'est pas facile. C'est pas facile, mais bon, c'est pas grave. Écoute, on vit avec. Aujourd'hui, j'ai appris à re-aimer mon corps. Mais la deuxième conséquence qui est très compliquée, c'est cet aspect où psychologique. C'est un choc de te voir maigrir extrêmement vite. Surtout que moi, à l'époque, j'avais perdu ma sœur en 2020 au suite d'un cancer du pancréas. Ma petite sœur, celle qui venait juste après moi. Donc ma sœur, je l'ai vue disparaître d'abord physiquement, de manière très violente, Mmh. en un an. Je l'ai vue maigrir, je l'ai vue prendre un coup de vieux très vite. Et moi, en fait, avec le bypass, quand je fuyais le miroir parce que quand je me voyais, je voyais la mort. En fait, Mmh. parce que c'est tellement violent que ça vient aussi vite tu maigris aussi vite qu'une personne qui a un cancer, en fait. Et tu Mmh. maigris pas sainement parce que t'es cerné, t'es creusé, t'as des rides tout d'un coup. Tu te dis, mais attends, mais c'est quoi? C'est qui ce zombie? Tu vois, t'es toute pâle. Je ne me reconnaissais pas. C'est un Et, vrai choc pour ton corps et du coup, ouais, ben, il le non, montre de façon extérieure, quoi. ouais, je fuyais les miroirs.
J'avais la phobie du miroir. Pourtant, je suis quelqu'un qui passait ma vie devant le miroir. Je me mirais, mais tout le temps, tellement je m'adorais avant. Et comment t'as fait pour t'accepter de nouveau, avec ce nouveau corps? C'est revenu, comme j'ai dit, hein, j'ai traversé cette phase très sombre où moi, faut savoir que toute ma vie, j'avais pris comme solution de survie les addictions depuis que Mmh. j'étais enfant parce que j'avais vécu déjà l'inceste très jeune à la maison. Donc, à partir de 13, 14 ans, déjà, je me droguais. À OK. l'époque, ça commence avec l'herbe et puis tout ce qui se teste dans l'adolescence. Tu me dis speed, tu me dis amphétamine, tu me dis ci, tu me dis ça. Je testais tout ce qui était sur mon passage, tout ce qui, tout ce qui pouvait m'aider à fuir ma réalité et ce OK. que je vivais dans ma tête et les choses contre lesquelles j'essayais de lutter. Tu parles depuis 17 minutes. J'ai des frissons, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Non, mais ton histoire, déjà, franchement, merci beaucoup de partager Mais avec grand plaisir. ton Désolée. histoire, ton témoignage avec nous. Prends ton temps, il n'y a aucun Sorry, souci. c'est juste que, oula, il fait glacial ici. Je sais pas s'il neige chez toi, mais ici il neige, alors le froid il Oui, rentre de il partout. neigeait. Si, si, il neigeait, mais là, ça commence à fondre. Ça s'est calmé. Ouais, donc je sais plus, j'en étais. J'étais sur le fait, ma question, c'était de comment tu as réussi à t'accepter avec ton nouveau corps. Ouais. Eh bien, ça avait toujours été les addictions depuis très jeune. Disons qu'en fait, je les dissimulais bien, Ok. de manière à ce que ça n'impacte jamais ma famille, que ma fille ne soit jamais au courant, que je jouais bien ma double vie en fait. Mm. J'étais une pro à ça. Et donc, du coup, ben, au moment où ma sœur est décédée et où j'ai eu mon bypass, ça faisait un double deuil en même temps. C'était Exactement. extrêmement violent. Mhm. C'est la perte de ma sœur, c'était la plus grosse blessure de ma vie. Donc c'est sûr, j'allais retomber. Et là, je suis tombée à fond, mais dingue, descente aux enfers de malade dans la coke. Au niveau où j'avais des doses qu'une personne normale prend une dose, ben moi j'en prenais 10 toute seule. Et j'étais pas quelqu'un qui, à ce moment-là, je ne prenais plus les drogues de manière sociale, je les prenais toute seule. J'étais même devenue parano, j'avais plus confiance en personne. Et parce que pendant ma période de bypass, j'avais compris que tu sais que les gens avaient juste été avec moi ou beaucoup derrière moi pour ce que je représentais. Et dès que j'ai fait mon bypass et que ça avait été très incompris par beaucoup de personnes, même par des membres de ma famille, hein, je me suis sentie très seule. Et donc oui, donc à ce moment-là, mon meilleur ami c'était la cam. Voilà, c'est vraiment j'en étais à ce point-là. Donc Mm. grâce à Dieu, un jour je me suis réveillée et c'est une histoire un peu dingue parce que tu vas me prendre pour une folle, mais Non, jamais. mais j'ai eu la visitation de ma sœur sous forme de, je sais pas si je peux dire ange, elle avait pas des ailes, mais en tout cas, elle s'est présentée à mon balcon un beau matin quand j'étais en pleine défonce depuis 3 jours, j'avais pas dormi. Elle est venue me secouer. Elle est venue me demander ce qu'il en était de mon livre parce que depuis 2019, j'écrivais un livre qu'elle m'aidait, enfin elle m'aidait en fait à la relecture du livre. Et Mhm. je lui ai dit non mais t'inquiète, il arrive. Elle m'a dit mais t'es qu'une grosse mytho de merde. Qu'est-ce que t'es en train de foutre de ta vie quoi? C'est pas parce que je suis morte que tu dois mourir. C'est pas encore ton heure. J'ai laissé 2 enfants là-bas, meuf. Réveille-toi, secoue-toi, arrête de te calmer, bordel. C'est quoi cette vie? Il y a Océane qui t'attend là-bas, il y a les enfants qui t'attendent en Belgique, la famille t'attend. Mais vas-y, réveille-toi. Et en Mm. fait, elle m'a secouée. Et c'était tellement vrai parce que dans la vraie vie, ma petite sœur, elle était plus jeune que moi, mais elle avait toujours été la voix de la raison. Moi, j'ai toujours été la tarée. Et elle, toujours la voix de la raison, tu vois. Donc, je me suis dit, attends, je suis pas folle parce que dans la vraie vie, elle me parlait vraiment comme ça, la petite. Tu vas me manquer de respect, limite. Et là, j'ai dit, non, c'est elle, c'est pour de vrai, tu vois. Elle te boostait, elle te Elle me secouait. boostait pas, elle venait me mettre des tartes, bah, des tartes psychologiques, tu vois. Mm. Donc là, elle est venue m'en mettre une bonne pour le coup. Elle m'a bien réveillée. Et j'ai décidé d'aller en désintox. Et pour la première fois de Mm. ma vie, bah, j'ai décidé d'aller me libérer de plus de 20 ans d'addiction, hein, parce que toute ma vie, j'avais fui au final. Mm. Et donc, la détox, j'ai fait 6 mois. Euh, L'objectif, c'était comment tu as réussi à accepter ton corps. alors justement, ah oui, c'est en détox que j'ai recommencé à aimer mon corps. Parce que de nouveau, avant la détox, je le fuyais parce que je me calmais tout le temps pour ne pas devoir me voir en étant Mm. sobre. Mm. Sauf qu'en fait, en détox, je pouvais plus rien fuir parce qu'il y a plus, t'as plus d'alcool, t'as plus rien, tu vas appeler personne, déjà t'es coupé, t'as pas ton téléphone. Donc t'es vraiment face à toi-même. Et Mm. moi, j'étais face à moi-même et avec Dieu parce que j'ai décidé de m'accrocher très fort à Dieu j'avais personne, il y avait que lui.
Et au final, ben, c'est avec lui que j'ai traversé cette guérison. Et finalement, si c'était pas lui, je sais pas comment j'aurais fait parce que le jour où tu es sobre, quand tu as vécu toute ta vie sous addiction, tu, c'est comme si tu avais une avalanche, t'es au bas d'une montagne et tu as une avalanche de gifles qui te tombent sur la tête. Et là, imagine-toi, c'est genre l'avalanche de 30 ans de blessures. En fait, j'avais 30 ans de blessures que j'avais cachées dans des tiroirs. Et tu sais, Mm. quand t'as des chaussettes, tu les fous au fond de tes tiroirs et tout, tu fais le tiroir, tu veux jamais qu'ils s'ouvrent. Eh ben, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. Sauf que là, en fait, tous les tiroirs, ils s'ouvrent en même temps. Et t'es là, wow, mais tu vois, tu sors d'où? Et en fait, tu fais que pleurer, 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 parce que chaque tiroir qui s'ouvre, c'est violent, et donc c'est en face de toi, tu peux pas fuir, donc tu pleures. Un autre qui arrive, pareil, un autre qui arrive, et c'est tout en même temps. Et là, si j'avais pas Dieu, franchement, je sais pas comment j'aurais survécu à ça, c'était trop en même temps. Mais Dieu, il est miraculeux parce que, tu vois, il te permet de guérir des blessures. Tu vois, quand il vient, quand il travaille avec toi, il fait les choses de manière tellement rapide. Il y a un truc que toi, tu t'aurais fait en 10 ans. Eh ben, lui, il peut le faire avec toi en 2 semaines, tu vois. Et en Ses fait, il plans l'a sont fait avec moi. parfaits. Hein? Ses plans sont parfaits. Ah Son temps est non! parfait. Non, mais je parle de, là, c'est surtout l'accélération. Quand tu fais les Mm. choses avec Dieu, c'est Dieu, il te propulse, tu vois. Tu dois guérir d'un truc, tu l'aurais fait à ta manière à toi. Bah, ça aurait pris le temps du monde. Mais quand Dieu met sa main dessus, mais laisse tomber. Tu peux pas t'imaginer que ça va se guérir aussi vite. Mm. Et en gros, bah, il a fait ce travail avec moi et puis ben j'ai recommencé non seulement à aimer mon corps extérieur parce que j'ai fait beaucoup de sauna là-bas, je faisais beaucoup de sport. La meuf, on n'avait rien à foutre là-bas, donc je m'étais créé une routine pour m'occuper. Donc à 5 Ok. heures du matin, moi je me levais, j'avais un tapis de yoga, j'allais me mettre dans le jardin, on avait une vue sur un lac. Et à 5 heures du matin, j'étais là en train de parler avec les lapins qui sautaient. Je faisais mon pseudo yoga, même si j'étais nulle en yoga. Mais c'est juste pour le mental, tu vois. Et juste pour me dire, je l'ai fait, tu vois. Je me suis levée à 5 heures du matin, je me fais si, tu vois. Et franchement, c'était cool parce que ça m'a redonné, ça m'a montré, j'ai recommencé à m'aimer par des petits gestes comme ça. Et le fait de recommencer à m'aimer, je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, meuf, t'es une putain de meuf, là, tu vois. Et en fait, petit à petit, même mon image, même mon regard par rapport à mon corps, bah, il a changé. Et puis, j'ai aussi changé mon alimentation, manger sainement. Je voyais ma peau qui redevenait belle, sans drogue, sans alcool. Mhm. Euh, je me voyais rebriller, en fait. Je revenais à la vie. C'est comme si j'étais une lumière éteinte, mais tout d'un coup, boum, je Mm. revenais et c'était beau. Franchement, c'était beau à voir. Et il y a aussi ce truc de guérir son enfant intérieur. Parce que moi, j'ai dû aller guérir la petite de 8 ans, la petite de 10 ans, la petite de 12 ans, la petite de 14 ans, enfin, toute celle qui a reçu toutes ces blessures. Et j'étais pleine de compassion pour elle. Et ça m'a aidé, moi, même à mes moi, tu vois, en tant qu'adulte. Ah, j'étais pleine de compassion pour tout ce que les autres versions de moi avaient vécu avant, tu vois. Et, ouais. Et je me suis dit, tu mérites cet amour. Et si tu te le donnes pas, il y a personne qui va te le donner. Ah, c'est Donc, beau. arrête, je vais pleurer. Girl, on avait dit pas de cry. On ne cry pas ici aujourd'hui. Non, c'est bon, on a déjà beaucoup. On va pas pleurer ici, non. Mais ouais, en tout cas, c'est une belle aventure de faire sa guérison seule. Mm. Il faut le faire, il faut passer par là. Mm. En tout cas, merci de prendre cet espace pour partager avec nous. Tu disais tout à l'heure que tu étais honorée de participer et moi, je suis honorée de ton témoignage, de ta participation, que tu te sentes autant en confiance avec moi, mes auditrices, etc. Ça me touche énormément que tu partages autant. Je pensais pas que tu allais partager si sincèrement et dévoiler, ouais, dévoiler de façon si pure toute ton histoire. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Vanna, pour ça. Avec grand plaisir. Euh, Avec vraiment, grand vraiment. plaisir. Je fais partie de. En fait, je me dis, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit, on ne vit pas juste. C'est pas juste des victoires pour nous de Mm. passer de l'autre côté. Et, et moi, je sais que tout ce que mon Dieu m'a permis de traverser et de convertir en lumière, euh, c'était juste pour me donner. Il m'a permis de traverser toutes ces choses-là parce qu'il y a plein d'âmes qui sont dans le monde, partout éparpillées, dans les 8 milliards d'habitants qui traînent là-bas dehors. Il y en a plein qui vivent les mêmes trucs que moi
et qui rêveraient d'avoir quelqu'un qui puisse leur dire, tu sais quoi, moi aussi je suis passée là, mais il y a une lumière, il y a un chemin, tu vois. Mm. Et regarde comment je suis aujourd'hui. Putain, mais demain tu Mhm. seras comme ça aussi, tu vois. Mais t'inquiète pas, ça va aller, on est ensemble. Et je pense que pour ça, il faut déjà comprendre que tout ce qu'on a traversé comme blessure, c'est pas pour nous, c'est pour aider les autres. Et il faut être. Après, tu sais, quand Dieu, il est amour. Quand il te donne cet amour, il te donne pas que pour toi, il le donne aussi. Il va te remplir du même amour pour les autres. Donc moi, je fais que répondre en fait. Il m'a tellement donné de l'amour que ça déborde. Donc, c'est pas m'empêcher que d'être authentique et de partager avec les autres tout ce qu'il a fait avec moi. Et alors, est-ce que tu dirais que c'est par le biais de ton histoire euh, que tu fais aujourd'hui ce métier? Complètement. Complètement, parce que c'est tout ce que j'ai. C'est le plus beau cadeau que Dieu m'a donné, c'est mon identité, c'est mon parcours. Et, et j'ai une phrase qui dit que bah, toutes tes douleurs, en fait, c'est des bénédictions qui sont cachées. Ouais. Et le fait que ben moi, Dieu m'a permis de traverser tout ça parce que justement, c'était pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Et c'est un plaisir au quotidien quand tu sais que tu impactes la vie des gens. Ça te, non, c'est même pas pour ton honneur ou pour ton ego. C'est, ça fait tellement plaisir de voir des gens avec le regard triste et qui sont vidés et les voir venir à la lumière. Et quand tu te dis que Dieu t'a utilisé comme petit outil, tu vois, pour aller réveiller ça en eux, tu vois, ça fait trop plaisir à voir. Tu vois, c'est comme quand tu Vraiment. vois ton propre enfant qui commence à, je sais pas, qui commence à aller à l'école, qui commence à marcher, qui commence à, Ouais. ben après moi je materne pas la planète, hein, mais je veux dire chacun son rôle. Mais je pense que Dieu te donne une responsabilité. On est tous responsables des uns des autres sur la terre. Et je pense, et moi quand Dieu m'envoie des humains, je sais que c'est parce que ben il me les confie pendant une saison parce que j'ai de la lumière, hein, c'est un truc à aller réveiller chez eux pour les aider à briller, à se relever et à être la meilleure, je vais pas dire la meilleure version d'eux parce que ça fait un peu cliché, hein, c'est bon. Mais en tout cas, à incarner leur identité et à incarner leur parcours pour à leur tour pouvoir aussi avoir cet épanouissement que j'ai vu aujourd'hui, d'aider les autres, tu vois. Quand je pense à toi, je pense au fait que ton histoire est comme le cœur du leadership. Amen. Vraiment. Ouais, Merci. vraiment, voilà. C'est ce que tu dégages, vraiment sur le fait que ton identité est au cœur de ton leadership. Et du coup, ça me fait penser à la question, comment tu aides une femme à mettre des mots sur ce qu'elle a vécu sans se justifier? Alors déjà, je lui ai dit, si tu savais, si tu connaissais le vrai envers du décor de la vie des gens dont tu es en train de t'inquiéter, tu te poserais même pas la question. Parce que toi, le Mmh. monde t'a culpabilisé, on t'a toujours pointé du doigt, on t'a toujours dit t'es comme ci, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais t'as aucune idée du vrai envers du décor de qui sont ces gens. Il y a des gens, Mmh. ils sont plus sombres que le sombre en vérité. Tu es Mmh. en train de te laisser juger, tu es en train de donner de la valeur à des personnes qui ne sont même pas le quart du tiers de qui tu es et qui, si ça se trouve, ont fait des choses encore pires que toi dans leur vie. C'est juste que les gens, ils sont hypocrites. Ils vont pas tout te Mmh. dire. C'est clair. Donc, ben déjà, arrête de t'inquiéter de ce que les autres pensent parce que, et puis arrête de te comparer, en fait, tu vois, de penser qu'ils valent mieux que toi. Parce que quand tu t'inquiètes de ce que quelqu'un pense de toi, c'est que tu penses qu'il vaut mieux que toi. Mmh. Alors que non, 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 non. Il n'y a pas, comme encore une fois, je reprends, on a juste tous des parcours différents et des forces différentes. Mmh. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter de ce que l'autre va penser parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de toi. En fait, il y en a qu'un, c'est Dieu. On est tous au même niveau. Pourquoi tu dois t'inquiéter inquiète-toi de ce que Dieu dit de toi. T'inquiète pas de ce que les humains disent de toi. Et à partir du moment où tu comprends ça, déjà de un, je pense que ça peut vraiment beaucoup te libérer sur le fait de t'inquiéter ou du regard ou du qu'en dira-t-on. Tu vas juste incarner et faire ce que tu as à faire parce que tu vas comprendre de du besoin de l'humanité en fait Mmh. par rapport à ce que tu peux leur apporter. Et selon toi, pourquoi poser une limite fait si peur aux femmes? Parce qu'on a trop été, mais on nous a tellement brainwashés depuis l'enfance. On a grandi dans ce truc. Euh, et une femme qui pose des limites, on la culpabilise, tu vois. T'as pas le droit, Mmh. regarde, t'es quand même une maman. Comment tu peux dire que ouais, tu veux pas
Comment est-ce que tu peux dire, par exemple, que tu veux partir en vacances toute seule sans tes enfants? Comment Mm. tu peux dire que tu veux partir en vacances sans ton mari? Mais attends, mais qui es-tu, quoi? Enfin, je veux dire, t'as voulu te marier, bah tu peux pas partir sans. Mais attends, mais allô. Là, je parle que de vacances, mais il y a tellement de sujets sur lesquels on nous culpabilise parce que on fait pas les bons choix, parce qu'on est trop égocentrique. Et Bah, attends, mais je vais te rejoindre. Et même quand t'es petite fille, je sais pas si t'as déjà fait ce comparatif, mais moi, tu vois, pour avoir des enfants de mes sœurs, de mes cousins, de mes cousines, quand je les regarde, parce que moi, c'est quelque chose que j'adore, regarder les enfants s'épanouir, évoluer, etc. Et quand je vois, par exemple, moi j'ai 2 garçons et mes nièces qui viennent à la maison, des fois elles vont avoir des réflexions, mais tu sens que c'est pas dû à l'éducation ou quoi que ce soit, c'est vraiment dû à l'incarnation, enfin tout ce que dit la société d'une fille, d'une petite fille. Et ça me fait penser à une fois, elle m'a dit, ma reine, j'adore parce que ton fils, mon fils, on le surnomme Jaja. J'adore Jaja parce que il est pas coiffé, mais vu que c'est un garçon, et ben c'est pas grave. ouais, genre en fait, genre une fille, elle pourrait pas avoir des locks ou avoir un afro ou un truc. Voilà, une fille, en fait, même si elle a des locks, il faut que ce soit impeccable. Il faut qu'elle Ouais. soit tournée, il faut que ce soit plaqué, il faut qu'il y ait un chignon, il faut. Et en fait, c'est l'image, parce que C'est le, là, elle c'est est le en conditionnement des plein. parents aussi. Oui, le conditionnement des parents. Après, ma sœur a la même éducation que moi, la même façon de penser. Donc, je pense que c'est vraiment dû par rapport à l'extérieur. Au fait que, voilà, au collège, on peut se dire, oui, bah toi, là, en fait, il y a une mode. C'est un petit peu décousu comment je vous le raconte, mais il y a une mode là de cette nouvelle génération où il faut que tu aies le plaqué, le plaquage parfait, avec le gel bien, le chignon et T'as tout. oublié les babyères. Voilà, les baby hair, enfin, tu vois un petit peu. Et du coup, D'ailleurs, tu sais, j'ai ce matin, j'ai vraiment. failli les faire. Je me suis dit, vas-y, fuck les babyères, tu sais quoi? On s'en fout, on n'a plus l'âge des babyères. Fuck it, on a passé la quarantaine. Non, mais après, vraiment, on ne juge pas les personnes qui font des baby, mais aussi, Non, ça m'arrive non. de faire mes baby hair, etc. Moi aussi, mais C'est la flemme, quoi, c'est juste ça. C'est- Mais pour le coup, voilà, cette idée de les filles sont comme ça et il faut qu'elles restent comme ça. Une femme doit être apprêtée, une femme doit être élégante, une femme. Et limite, c'est devenu une étiquette qu'on impose dès le plus jeune âge. Et c'est en fait, c'est pour ça que je racontais cette petite anecdote, parce que moi, ça m'avait un peu marqué sur le fait que, ok, si déjà à cet âge-là, bon, elle est adolescente, ça, j'ai envie de dire, c'est l'âge un petit peu C'est l'âge où l'entourage est important. voilà, oui, ça c'est clair, mais surtout que où les autres sont ingrats. Enfin, je Aussi. trouve que vraiment l'âge de cette période de l'adolescence, c'est le moment où tu trouves ton identité, mais où les autres se permettent de dire tout ce qui leur vient par la tête. Tellement vrai. Et ça montre vraiment la. C'est peut-être gros ce que je dis ou je mets peut-être une grosse loupe sur ce trait-là, mais je trouve que ça montre vraiment ce que la société pense des uns et des autres parce que du coup, les enfants sont beaucoup influencés par ça. Et notamment plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, la télé-réalité, etc. Tu sais, s'il y a bien un truc que je regrette, peut-être que je le ferai un jour plus tard. C'est juste que, bon, actuellement, c'est pas vraiment, comme j'ai d'autres priorités, je peux pas le faire, je peux pas tout faire en même temps. Mais s'il y a bien un truc que je regrette, autant j'ai fait des conférences dans les écoles pour parler de la santé mentale, euh, et pour alerter sur le fait de tomber dans les drogues très jeunes parce qu'on a justement des blessures intérieures, où je racontais mon histoire, mon témoignage pour des classes d'enfants entre 12 et 15 ans. Parce que comme c'est l'âge auquel moi j'ai connu ça, disons c'est cette tranche-là que je voulais aller sauver en fait, épargner de 20 ans d'addiction. Mais concernant le body positive, aujourd'hui je vis à la maison. Pour l'instant je suis chez mon père et il y a mes petites sœurs qui sont ici. Elles ont 12 ans et 15 ans. Et la petite de 12 ans, elle m'explique souvent des trucs de harcèlement et tout. Et je me dis: «Waouh, purée», moi je me rappelle quand ma fille était à l'école, c'est-à-dire là maintenant aujourd'hui elle a 20 ans, mais quand elle était, ici c'est les secondaires en Belgique, hein, donc on va dire quand elle avait plus ou moins 14-15 ans, tu vois? Je sais pas, je connais pas l'équivalent en France. Elle, il y avait déjà ces trucs d'harcèlement et donc Océane faisait beaucoup de campagnes pour amener ses potes, la jeunesse, dans mes événements body positive, tu vois? Donc elle veut vraiment jouer son rôle d'ambassadrice à fond. Mmh. Mais aujourd'hui, je regrette parce que je me dis: «Attends, mais c'est que le travail, il n'a pas été fait complètement» parce que, tu vois, si jusqu'aujourd'hui, même la jeunesse dans les écoles,
ils sont toujours à fond, on parle toujours d'harcèlement, c'est qu'en fait, il y a un vrai travail à faire dans les écoles primaires. Il faut aller vraiment dans le primaire pour déjà aller nettoyer le cerveau des enfants dès l'âge de 5 ans, je crois, pour déjà leur faire comprendre. Parce que déjà, quand tu regardes même au niveau de la maternelle, tu vois, quand ils ont 3, 4, 5 ans, déjà entre eux, ils commencent, ouais, t'as un gros nez, t'as des oreilles et Mais tout, ouais, totalement. t'as cassé ta dent, tu vois. Et en fait, ça commence déjà là, en fait. Donc, Mm, c'est-à-dire que c'est déjà, je pense, à partir de 5, 6 ans qu'il faut commencer à les éduquer sur la mm. célébration la célébration de la diversité. Parce que si on fait pas ce travail-là quand ils ont 5, 6 ans, ben c'est comme ça qu'on élève une génération qui plonge dans l'harcèlement et où on normalise l'harcèlement. Je ferai de Curve, je sais pas, une association en levant une armée de speakers qui vont aller d'école en école pour parler aux enfants. Parce que je pense que c'est quand même important d'aller à la source et pour éradiquer ce truc à la con, là, il va falloir que ça change. Mmh. Je te rejoins vraiment beaucoup, sur ce sujet-là. Moi aussi, j'ai fait des interventions, auprès des collégiens, pareil, 14-15 ans. Pour moi, c'était plus tourné, pour qu'ils puissent, se dire que peu importe quel métier ils veulent faire, ils vont y avoir accès. Et donc en fait, moi, mon rôle, c'était vraiment de leur montrer, que les grosses entreprises, leur ouvrent les portes et qu'ils pouvaient avoir confiance en eux et postuler dans tel et tel poste parce qu'ils avaient toutes les compétences. Je te rejoins beaucoup sur ça et aussi, j'accompagnais beaucoup sur, l'hypersensibilité, la sensibilité de chacun, qu'il faut respecter, que la sensibilité des uns et des autres n'est pas la même et que c'est pas parce que toi, tu es moins sensible que c'est pas légitime pour une autre personne de pleurer et cetera. Donc je te rejoins beaucoup sur le fait que la nouvelle génération et une génération à laquelle on doit s'adresser et qu'il faut pas qu'on oublie, dans nos activités et cetera. Même si, hein, je te suis totalement sur le fait que, on a d'autres priorités, d'autres choses qui arrivent dans la vie et tout et Ouais, tout. disons, surtout comme voilà, comme on est maman, Mmh, on a surtout envie de sécuriser nos finances pour c'est pouvoir, ça. je veux dire, on va dire, s'organiser de manière à ce que nos enfants ne vivent pas les galères que nous on a vécues dans notre vie. Mmh, c'est ça, clairement. Et donc pour l'instant, c'est un peu ça la priorité, mais bien évidemment, une fois que ça sera réglé, si on peut aussi impacter et pouvoir même financer ou investir dans des projets associatifs qui peuvent contribuer à faire les choses, à changer les choses, à impacter la jeunesse, bah, ce sera avec plaisir à ce moment-là. C'est juste que chaque chose a sa saison. Exactement, c'est clair. Et du coup, j'ai envie de te poser une question. Quel micro-geste au quotidien tu recommandes pour protéger son énergie? Alors moi, personnellement, ce que j'ai téléchargé dans mon téléphone, c'est une application qui Mmh. s'appelle Je ne suis pas rémunérée, je vous préviens. Donc c'est gratos, conseil gratuit. Opal, les gars, Opal. Alors moi, Opal me sert beaucoup parce que de un, je suis TDAH et que vraiment, c'est une lutte quotidienne de lutter contre mon éparpillement et ma tête qui va dans tous les sens et dans toutes les idées, dans des 10 000 projets en même temps. Donc, je suis obligée de couper mes notifications, les emails, les réseaux sociaux et ci et c'est ça pour pouvoir rester productive et lutter avec mon cerveau pour qu'il reste concentré sur une seule tâche. Mais ce n'est pas que pour ça que j'ai téléchargé Opal. C'est aussi parce que, figurez-vous qu'il y a aussi des êtres dans mes réseaux sociaux, euh, dans mon milieu professionnel, des partenaires d'affaires, dans ma famille, qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de bouffer mon énergie et ma lumière. Mmh. Et dans cette saison, je suis très concentrée. J'ai pas mal d'objectifs à atteindre. Donc, je suis obligée de dresser. J'ai dressé les gens. Je leur ai dit, écoutez, moi, je suis désolée, je vous explique. Je vous aime beaucoup, mais maintenant, c'est moi qui vous dis où et quand. D'accord? Là, je vous explique. Opal, il est activé. Ça veut dire qu'il faut pas me faire chier. N'essayez même pas de m'écrire parce que je ne verrai rien jusqu'à 19 heures. OK? C'est à ce moment-là que je serai disponible pour tout ce qui est divertissement et pour répondre à vos sollicitations et vos problèmes. En attendant, je règle d'abord les miens. Et donc, on est obligé de faire comme ça. Autre chose, pour quand on parle de préserver son énergie, là, je vais aller dans les relations. Mmh. Alors, bloquer, on connaît déjà. Hein. Je pense que tout le monde la connaît, celle-là. Mais par contre, mais par contre, ici, moi, j'ai imposé dernièrement, là, il y a quelqu'un avec qui je travaille, euh, avec qui ça commençait à prendre beaucoup de place. Et c'était des appels, c'est des heures et des heures de réunion pour se dire attends, un truc qu'on pouvait se dire par message, frère.
Donc, j'étais obligée maintenant de recadrer. Et ça, tu peux le faire dans tes relations amoureuses, tu peux le faire dans tes relations de business, tu peux le faire dans tout. Et dire aux gens que, écoute, je suis désolée, moi, mais je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Je n'accepte pas que tu m'appelles à 23 heures. Oui, certes, on est des amis, mais je t'explique. Moi, j'ai pas 3 heures à donner au téléphone à un ami. Ok? T'aurais été mon mari, j'aurais compris, je t'aurais assisté. Mais là, on n'en est pas là. Ça veut dire que mon frère, t'as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, tu me textes, je te répondrai quand je serai disponible, basta. En fait, c'est toi qui mets les règles. Que ça Mhm. soit avec tes copines, moi j'ai des amis aussi à qui j'ai dû mettre des règles. J'ai des copines qui étaient habituées à ce qu'on se voit tout le temps, on va boire un verre, je suis tout le temps là pour elles, on refait le monde, enfin on refait le monde sans rien faire du tout parce qu'en fait on se distrait en gros. On se distrait, elles me font perdre mon temps et quelque part je les aide pas non plus à avancer. Donc à un moment donné, il faut savoir faire les bons choix et puis imposer aux gens que tu as tes priorités et que si eux ont décidé de rester dormir ou qu'ils veulent rester à tourner en rond, bah qu'ils tournent en rond mais que toi c'est juste que tu t'es réveillé. Hein, et que tu espères qu'un jour eux aussi vont se réveiller. Mais il faut déjà l'idée par l'exemple. Et alors oui, ça va leur faire mal au début, mais dans ce silence, ils réfléchiront et je pense que ça les ramènera à se mirer, tu vois, à voir ce qui ne va pas aussi chez eux. Et qui sait, tu les inspireras même à eux aussi se réveiller. Mhm. C'est clair. C'est clair parce que bah, moi, je trouve que poser ses limites, c'est sain dans les deux sens. Oui, Dans le sens où toi, du coup, tu te respectes et l'autre, bien sûr, dans un cadre bienveillant. Si l'autre t'aime assez et te comprend et ou du moins essaye de comprendre pourquoi tu poses cette limite, va se remettre en question et du coup va se dire: «Ah OK, en fait, j'avais tel et tel comportement, c'est pour telle raison que du coup elle en est venue à là et OK, soit j'accepte pas, hein, parce que le non est aussi une réponse et tu avances». Moi, j'aime bien dire que lorsqu'on pose des limites, notamment dans l'amitié, parce qu'au travail, c'est encore autre chose, ton collègue qui t'aime pas, ça change pas ça change pas ta vie, j'ai envie de te dire. Mais pour le coup, dans les amitiés, dans les amours et dans la famille, surtout dans l'amitié et ben, quand tu poses une limite et que cette limite est saine pour toi, parce que pour moi, poser une limite, c'est toujours sain et que en face de toi, ton amie, elle valide pas ou elle comprend pas ou il y a rupture, c'est que c'était le moment que chacun aille dans sa fréquence et que toi, tu évolues et que même si ça fait mal, et ben, que tu te dises que voilà, Dieu s'est fait bien les choses, tu demandes des connexions divines, c'est que cette connexion, elle était plus, voilà, elle était plus faite pour c'est pas toi. aligné, c'est ça. Exactement. Vous êtes dans une saison où vous n'êtes pas prêts à naviguer ensemble. Mmh. C'est juste Mmh. ça, parce que toi, tu es sur une fréquence, lui sur une autre, et puis donc actuellement, bah, ça matche pas. Peut-être que plus tard, Exactement. si tu prends l'ascenseur et que tu me rejoins, peut-être qu'on pourra de nouveau renaviguer ensemble, tu vois, Mmh. avec plaisir. Mais tant que c'est pas fait, ben, c'est mieux que chacun avance de son côté, selon C'est son ça. rythme, et que surtout tu respectes ton rythme, que je Mmh. respecte, et que je respecte le mien, que il vaut mieux que tu respectes aussi. Exactement. Que du respect ici. Voilà. On va conclure du coup avec une dernière question. Quelle bataille intérieure devient ton plus beau projet pour 2026? Mes finances. Ah, la bataille intérieure, on est toujours dans les Bataille finances. Non, intérieure. non, c'est tout ça. Parce Mmh. qu'en fait, encore une fois, les finances, c'est une bataille intérieure. Mmh. C'est-à-dire toute notre vie, on a été conditionné à penser d'une certaine façon, à avoir un certain rapport à l'argent, Mmh. et ça influence nos comportements. Et je donne un exemple, tu as des personnes qui aujourd'hui peuvent gagner aujourd'hui 10 000 euros Mmh. et les flamber. Elle va peut-être les gagner le 28 et le premier, le compte est à zéro. Pourquoi? Mmh. Parce que la personne n'est pas conditionnée à l'abondance. Elle se Mmh. dit, en fait, elle a même l'impression d'avoir volé 10 000 euros, tu vois. Elle va Mmh. les consommer comme un voleur qui est parti braquer une banque, tu vois. Ça, c'est juste parce que déjà, de un, on t'a pas appris à apprécier l'argent, on t'a pas fait croire, on t'a pas montré que c'est quelque chose de positif. On t'a pas montré comment non plus que c'est comme une graine que t'arroses en fait. Et le but, c'est que t'en fasses une forêt. Tu vois, le but c'est pas que ça reste juste une graine que tu vas bouffer et puis qui va disparaître. Non, le but c'est que ta graine, tu viens de mettre de l'eau dans la terre tous les jours et qu'en fait ça devienne une jolie plante et que ça commence à fleurir, fleurir, fleurir et après à un moment donné le vase il se pète, il y a des racines, boum, t'as une forêt. Tu vois, l'argent c'est comme ça. Et le truc c'est qu'on nous a pas appris
euh, que l'argent, c'était ça. On nous apprend pas ça à l'école parce qu'en fait, ils ont pas Bah envie qu'on non. s'enregistre du tout. Et c'est très dommage. Donc, du coup, imagine-toi que c'est à 42 balais. Que la meuf devant toi, elle est en train d'essayer de figure out c'est quoi ce machin, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment toute ma vie, comment j'ai pu avoir autant de thunes dans mes mains et autant le gaspiller? Et comment est-ce que je peux être aussi à l'aise dans la pauvreté que dans les moments de richesse? Parce que moi, en fait, que je sois dans la misère la plus totale ou que j'ai 20 000 euros dans mon sac pour aller faire les magasins, peu importe, je vais toujours être dans le même mood, en fait. Ça me fait ni chaud ni froid parce que j'étais habituée à tout. Mm. Donc, donc de la même manière que je vais aller dépenser 10 euros toute contente chez Lidl pour faire des courses, quand j'ai 10 euros dans mon compte, c'est la même manière que je vais être heureuse d'aller tout dépenser si j'ai 20 000 balles. Mais t'imagines le truc, c'est qu'en fait, juste que l'argent, limite, je suis allergique, tu vois, j'aime pas qu'il reste, tu vois. Et c'est un problème, c'est un putain de problème. Tu peux avoir 42 ans et t'es dans une situation pareille, surtout quand t'es un génie, quand tu sais que t'es quelqu'un qui est génial et qui fait autant de bien sur la terre, tu devrais vraiment non seulement être rémunéré à ta juste valeur, pour tout ce que tu apportes, sans te sentir coupable, très 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 important. Euh, et surtout, tu devrais apprendre à justement en faire une belle forêt. Donc moi, cette année, mon gros challenge, c'est ce travail intérieur par rapport à la finance, parce que, écoute, j'ai décidé de devenir millionnaire d'ici décembre 2025, 2026. On te le souhaite. On verra ça ensemble. On a fait donc du coup là, c'est enregistré, donc j'ai pas le choix. Je suis obligée, je suis obligée. Vous êtes témoin. Mais du coup, aidez-moi à contribuer. Venez acheter mes livres, acheter mes programmes. Aidez-moi à reach le million. Si vous voulez participer au million de Vanna, je vous Voilà. mettrai de toutes les manières, toutes ses coordonnées, son compte Instagram, etc. Vous allez pouvoir retrouver ses livres. Vous avez vu à quel point elle délivre énormément, comment elle partage avec générosité et abondance. Donc vous n'allez pas être déçus. Donc je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux et à aller voir tout ce qu'elle propose, tout ce qu'elle offre dans ses programmes, dans ses bouquins, dans ses contenus gratuits aussi. Vraiment, vous allez adorer, j'en suis sûre. En tout cas, merci beaucoup, Vanna, pour cet Merci échange. beaucoup, C'était ma trop belle. top. Franchement, c'était un grand, grand, grand plaisir. Ah, c'est partagé. Je te fais plein de gros bisous et je Gros te dis bisous. à bientôt. Bisous tout le monde. Bye bye. Ciao.